Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, bonne nouvelle, notre président en a gros. Ça y est, il en peut plus, il est colère. Il est déterminé à remonter les bretelles de Donald Trump. Regardez-moi ça, il nous l'annonce. Il va le regarder entre quatre yeux et il va lui dire ce qu'il pense de lui. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Oh là là, il doit déjà trembler, Donald. C'est pas toi, ce n'est pas toi. Bon, ok, j'avoue, il n'y avait pas de charisme dans cet extrait, il n'arriverait pas à convaincre une mouche. Mais attendez, parce qu'il n'a pas fini. Lui, il n'a pas besoin de charisme, c'est un homme de terrain. Il va venir autour de la table avec des faits, avec des chiffres, et il va les convaincre, Poutine et Trump. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle en effet de l'Ukraine. Vous la voyez? Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Attendez, mais dites-moi pas qu'il a fait ça quand même. Ne me dites pas que notre président vient de faire ça quand même. Ah mais si, il l'a fait, la carte est à l'envers. Ah non mais vous savez quoi, j'abandonne, c'est bon, je rentre dans le bus avec vous. Ce mec est un guignol. C'est celle en effet de l'Ukraine. Vous la voyez? Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et nous espérions, et nous on a vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Ah, c'est quand même quelque chose, la politique dans notre pays. Le délire, c'est pire que Camelot. Je vous le dis, Alexandre Astier aurait voulu inventer ces personnages, il n'aurait pas pu. Faut bien vous rendre compte, là. Cette vidéo n'a pas été diffusée en direct. Elle a été enregistrée, puis montée. Et dans ce processus, pas une seule personne ne s'est rendu compte que la carte est à l'envers. Et ces mecs-là dirigent le pays. Non, c'est trop. C'est trop. Bon, et après tout ce cirque, il a quand même tenu à partager des informations avec nous. Et oui, parce qu'il en sait des choses, Emmanuel Macron. Regardez-moi ça, ça dénonce fort à l'Elysée. On a une propagande, et en particulier les Russes et plusieurs autres, envoient sur nos réseaux sociaux, en particulier au moment des élections, sur des faux comptes utilisant l'intelligence artificielle, énormément de messages. Et ils créent ce qu'on appelle de la volumétrie et ils vous bombardent d'informations, parfois totalement fausses, mais qui prennent une proportion extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs occasions. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000 par les Russes et leurs fermatrolles. On le voit en Afrique, où ils utilisent parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes. Ah bah déjà pour commencer on en apprend une pas mal. Moi j'étais persuadé que faire ça là, bombarder les gens de fausses informations, c'était le boulot des journalistes sur CNews. Mais apparemment il y aurait aussi les fermatrolls. Alors personne ne sait qui c'est, personne ne les a jamais vus, personne n'a la moindre idée de la manière dont ils influencent l'opinion publique. Mais ok, allez Manu, on te le laisse celui-là. Et moins jeunes, on le voit d'ailleurs chez nous, hein, la fameuse péripétie des punaises de lit, il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle, et ça a été signé, c'était des attaques russes. Tout ça pour vous dire que Ah ouais, d'accord, carrément. Les punaises de lit, c'est les Russes. Mais du coup, les rumeurs sur Brigitte, c'est les fermatrolls aussi? Non mais j'ai envie de savoir, je suis curieux. Parce que j'ai l'impression que c'est là qu'ils vont en venir. dans des démocraties, il y a un enjeu de pouvoir qui est l'espace d'information. Ça touche les citoyens, ça touche les jeunes, ça touche donc les décideurs publics, ça peut toucher aussi nos militaires. Et donc on a besoin de protéger nos infrastructures d'information, et quand même de démêler le vrai du faux, de mieux nous protéger. Et on a besoin de mieux former nos élèves, nos enfants à l'esprit critique, et en quelque sorte préparer nos jeunes et moins jeunes à avoir en effet l'esprit critique pour être autonome, pour avoir du jugement face à en particulier ces fausses informations. Oui, bah moi je pense plutôt qu'ils sont dégoûtés qu'on ait un libre accès à l'information sur les réseaux sociaux, qu'ils aimeraient bien tout contrôler mais qu'ils peuvent pas, donc ils essaient de décrédibiliser tout le monde en utilisant l'excuse des fermatrolls. Et en plus, les fermatrolls dont personne n'a prouvé l'existence, ça le dérange, mais Elon Musk, qui détient officiellement Twitter, l'un des premiers réseaux au monde, ça va, ça non, y a aucune chance que ça influe sur l'opinion publique. Bon, et pendant qu'on est sur Macron, je tenais à rappeler à tous les électeurs RN la promesse que vous avez fait Jordan Bardella il y a quelques mois. Vous abstenez pas
S'abstenir, c'est voter Emmanuel Macron. Ne lui offrez pas ce cadeau. Jamais. Il ne le mérite pas et la France mérite mieux. Ouais, bouh, l'abstention face à Macron. Bon, depuis, Jordan et son parti se sont abstenus 5 fois sur des motions de censure qui auraient pu faire tomber son Premier ministre. Ils se sont abstenus sur la proposition de destitution d'Emmanuel Macron. Et ils se sont abstenus sur la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà, pas moins de 7 abstention. C'est-à-dire qu'en mai, il vous dit que s'abstenir, c'est soutenir Macron, et 8 mois plus tard, ils se sont abstenus 7 fois. Alors, si vous votez RN et que vous vous demandez qui est le dindon de la farce, c'est vous. Bon, et alors sinon les amis, hier il s'est passé une scène incroyable à l'Élysée. Écoutez-moi bien celle-là. Une députée RN a pris la parole parce qu'elle en a marre qu'on la traite de facho. Écoutez, je la comprends, c'est vrai que ça doit être relou, mais son argument est lunaire. En fait, elle revendique être raciste, mais elle ne veut pas qu'on lui dise. Allez-y, madame la députée. Je reprends. Chers collègues, c'est à vous que je m'adresse. Quand vous dites que c'est pas une injure, si c'est une injure, quand vous dites que c'est la vérité, ça ne lave pas justement de l'injure, ça reste délictuel. Quand vous traitez un homosexuel de pédé, il a beau être homosexuel, c'est une injure et c'est pour et ça. Elle est sérieuse, messieurs, dames. On est face à une personne qui a été élue par des citoyens français. C'est quand même une dinguerie. Vous avez entendu ce qu'elle vient de comparer? Et en plus de ça, elle admet que c'est la vérité, alors que c'est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais la comparaison avec les gays, ça reste quand même la comparaison la plus incroyable de toute l'histoire des comparaisons. Non mais le RN, quoi. Des génies, une équipe de génies. Bon, et alors maintenant on va passer à un autre sujet les amis, l'affaire Betaram Bayrou. Ah, dans cette histoire c'est un jour, un nouveau rebondissement. Mediapart nous a livré un nouveau témoignage, oh là là. On le sait tous maintenant, mais Bayrou a bel et bien menti. François Bayrou ment. François Bayrou est un menteur dans cette histoire. Oui, il faut signaler un article que Mediapart met en ligne cet après-midi, un article dont le titre dit tout. Avec Elisabeth Bayrou, on entendait les coups, les révélations de l'enseignante qui a lancé l'alerte à Betaram. L'enseignante s'appelle Françoise Gullung, elle a enseigné l'histoire à Betaram entre 1994 et 1996. Dans cet article, elle témoigne donc sur le site Mediapart. Dans cet article, elle raconte que dans les premiers jours où elle est à Betaram, elle entend, je cite, un enfant qui hurle et qui supplie pour que ça cesse. Et à côté d'elle, il y a, dit-elle, Elisabeth Bayrou. Donc toutes les deux entendent cet enfant qui hurle et qui demande que ça cesse. Elle se retourne vers Elisabeth Bayrou en lui disant « on fait quelque chose » et Elisabeth Bayrou « non, on fait rien ». Voilà. C'est un peu le quotidien de Betaram. Et Françoise Gullug ne va pas accepter ce quotidien. Elle va, dit-elle, écrire à François Bayrou, qui ne va jamais lui répondre, dit-elle. Elle va apostropher François Bayrou le 17 mars 1995, à l'occasion de la remise de décoration à une personne une femme qui travaille dans l'enseignement catholique, donc en face à face, là, elle lui dit. Et Mediapart a vérifié la date, 17 mars 1995, effectivement, il y a une cérémonie de décoration qui est faite. Donc, elle dit à François Bayrou, ce qui se passe à Betaram est très grave. François Bayrou lui dit, on dramatise. On dramatise. Et elle n'en a jamais plus entendu parler. Elle sera licenciée de l'établissement en 1996. Donc, quand François Bayrou dit « je ne savais rien », tout démontre aujourd'hui que François Bayrou ne dit pas la vérité, donc il ment sciemment, et le fait que sa femme ait été témoin de mauvais traitements renforce l'idée que François Bayrou ment. François Bayrou est un menteur dans cette histoire. Il ne s'agit pas de demander quoi que ce soit à François Bayrou, des missions, tout ça. Ça, c'est le problème de la politique. Ce qu'on peut exiger de François Bayrou, c'est qu'il reconnaisse qu'il ment. Ah mais je l'avais prévenu, moi, Bayrou de Secours. Dès le début de cette histoire, je l'ai dit. Démissionne. Démissionne maintenant avant qu'on vienne te parler de non-assistance à personne en danger. Parce que, excusez-moi, mais le témoignage que je viens d'entendre, eh ben ça porte un nom en droit, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. J'en étais sûr. Cette histoire cache un truc sombre,
ténébreux. On croit avoir déjà tout entendu sur Bétarame et de jour en jour, c'est de pire en pire. Et alors, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation. Non mais normalement, tout est dans le nom, ministre de l'Éducation. Est quand même venue sur BFM TV pour nous dire que le vrai problème dans l'affaire Bétarame, c'est Mediapart. Ah non mais quand même, celle-là, fallait l'oser. Il y a ce drame qui s'est passé dans cet établissement et il y a l'exploitation politique qui peut être faite par Mediapart, par la France Insoumise, dont on a bien compris que leur objectif, c'est de transformer un drame qui appelle des réponses et j'espère que la justice apportera ces réponses, j'espère que les victimes seront bien prises en charge et puis il y a autre chose, il y a la mise en cause politique. Mais quand François Bayrou lui-même, Elisabeth Borne, répond en plein hémicycle qu'au fond, lui, il ne savait pas, mais qu'il y en a d'autres et qui pointent du doigt les anciens ministres socialistes à l'époque, il ne fait pas de la politique? Non, mais je pense que ce que pointe François Bayrou, c'est qu'aujourd'hui, Mediapart, la France Insoumise, donnerait l'impression que le seul qui n'aurait pas vu ce qu'il aurait dû voir, ça serait François Bayrou. Vous savez bien les plaintes pour violences sexuelles, elles sont déposées à partir des années 98. Il signale qu'il y en a d'autres qui n'ont sans doute pas vu ou pas réagi à l'époque. Ah non mais là c'est plus de la mauvaise foi, c'est du déni de réalité. Elle entend les mêmes témoignages que nous sur cette école, elle est ministre de l'Éducation. Je le répète quand même, c'est important dans cette histoire. Et elle ose nous dire que le problème ce serait les méthodes de Mediapart et la France Insoumise. Ah mais tu m'étonnes, ils vous font peur hein, ils vous foutent les chocottes à dire tout le temps la vérité. Ah parce que c'est ça les méthodes qui la dérangent, de dire la vérité. Bon, et pendant que tout le monde nie la réalité dans notre pays, LFI ne perd pas le nord. Eh oui, regardez-moi ça, au lieu de taxer les micro-entrepreneurs, au lieu de taxer les apprentis, ils proposent tout simplement un impôt de 2% sur les patrimoines les plus riches du pays. Vous nous expliquez que les entreprises ne seraient pas en capacité, que les patrons de ces entreprises, celles et ceux qui possèdent plein d'actions, qui touchent des dividendes, ne seraient pas en capacité de les payer. Et que si cet argent, nous ne le percevons pas, il irait soit en salaire, soit en investissement. Or, la réalité, c'est que ce sont des centaines de milliards que vous avez distribués à ces mêmes personnes en cadeaux fiscaux, en niches fiscales. Oui, parce que la somme de tous vos crédits d'impôt, de tous vos cadeaux, ça a été 200 milliards pour les grandes entreprises, ça a été 70 milliards de baisse d'impôts, ce qui explique l'ultra-concentration. Et tous ces cadeaux, ils n'ont pas créé un seul emploi, ils n'ont pas permis un seul investissement productif. La réalité, c'est que si le patrimoine des ultra-riches augmente, c'est justement parce que nous ne percevons pas l'impôt. Donc oui, chers collègues, ils ont la capacité de le payer. Et je voudrais juste ajouter cela, mais vous nous dites, et vous passez votre temps à pleurer sur la question de la dette, sur la question du déficit, à dire que nous manquons d'argent. Vous n'avez eu aucune manière, lorsque dans le budget, vous êtes allé chercher 1 milliard sur les auto-entrepreneurs, vous n'avez eu sur les apprentis, lorsque vous êtes allé chercher 400 millions sur les auto-entrepreneurs. Oui, ces apprentis à qui vous êtes allé prendre 30 € lorsqu'ils gagnent 1 000 €, alors ceux-là, oui, ils peuvent payer, ils peuvent contribuer, ils peuvent partager, parce que peut-être ils produisent rien. Par contre, monsieur Bernard Arnault, qui possède une fortune équivalent à 13 millions d'années de SMIC, lui, il n'est pas possible de le faire contribuer. Et je vous le dis, même en leur prenant 2%, eh ben ils perdront même pas d'argent parce que la rentabilité de leur patrimoine, elle est de 7% en moyenne sur les 40 dernières années. Ça veut dire que même lorsque l'on leur prend 2%, à la fin, ils continuent à gagner de l'argent et le patrimoine continue à grossir. Merci. Bon et alors une loi comme ça, vous pensez qu'elle va passer ou pas? Normalement elle devrait pas passer, le NFP n'a même pas la majorité. Eh ben si, c'est passé, voilà. Tiens, on n'a pas la majorité, tiens. Votant 186, exprimé 155, majorité 78 pour 116 contre 39. La proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches est adoptée.
39. Non mais vous me faites presque de la peine. Le tout c'est pas d'avoir des députés, faut aussi se déplacer pour aller au boulot. Non parce que la majorité on l'a en vrai. Vous ne venez pas travailler. Après je vais pas me plaindre hein. Moi c'est tout bénef. LFI va réussir à nous redresser le budget sans majorité, sans 49.3, sans un seul ministre qui travaille pour eux dans cet état. Non c'est fou. Bien joué à eux. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.